Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, bonjour. Je ne vous vois pas très bien, je suis très éclairé, mais je pense que vous êtes là. Je voudrais d'abord dire que je suis très honoré de parler en premier dans cette rencontre internationale et je voudrais remercier le professeur Taga et bien entendu monsieur le directeur Kitano pour leurs éclaircissements importants et qui vont nous aider, j'espère, à vous apporter des informations utiles. Alors, la question que je pose aujourd'hui, c'est celle-ci. Faut-il plus d'anglais à l'université en France? La complexité de la question des langues dans l'enseignement supérieur et la recherche est probablement sous-estimée. Selon l'angle sous lequel on l'aborde, elle apparaît en effet ou bien comme résolue, ou bien, à l'opposé, comme insoluble. Elle est résolue si, d'un côté, l'emploi d'une langue commune à toute la communauté scientifique internationale peut paraître fonctionnellement nécessaire, à l'instar de ce qui vaut pour un langage comme les mathématiques, ou valait, dans l'Europe ancienne, pour le latin lingua franca, véhiculaire détaché de toute culture liée à une nation particulière encore existante. Cette question est insoluble d'un autre côté, parce que cet emploi d'une langue commune apparaît comme insupportable symboliquement à beaucoup de personnes, en ce sens que cet emploi nie toute spécificité de la pensée et du mode d'expression d'une communauté scientifique, disons par exemple, à travers le monde, la communauté scientifique russe, reléguée par les classements internationaux actuels à une place indigne d'elle. D'un côté, il y a une logique pragmatique, avec une définition de la modernité soumise à la rationalisation de la pensée et de l'action. De l'autre, il y a une diversité linguistique à laquelle faisait allusion le professeur Kitano tout à l'heure, une diversité valorisée, inscrite dans une histoire propre à chaque ère culturelle. Pour aborder la question qui est posée, et en me limitant, en ce qui me concerne, au cas de la France, je suivrai le plan que voici. Je brosserai un rapide tableau de la problématique française, qu'on ne peut pas comprendre sans revenir sur le passé, sur l'histoire. Je donnerai dans un deuxième temps un aperçu de la situation des langues étrangères en France à travers ce moment fort de l'évaluation des compétences qu'est le baccalauréat. Je traiterai enfin, plus centralement, du débat qui a agité la communauté scientifique et à travers les médias la société française l'année dernière, un débat né du vote de la loi de 2013 sur l'emploi de l'anglais dans l'enseignement supérieur et la recherche. En conclusion, j'inscrirai bien sûr mon discours dans une discussion qui viendra. Je fais donc allusion à une problématique historique. L'anglais, ou plutôt l'anglo-américain, je crois qu'on devrait dire ainsi, se situe face à la langue de la nation française et à la francophonie dans un contexte mondialisé. Chaque terme a son importance. Avant de porter partout la philosophie des Lumières et ses composantes de la modernité que sont la démocratie et la sécularisation du culturel, dont notre philosophe Voltaire est le modèle, la nation française s'est construite autour de ses rois et autour de sa langue. Un parler francien, un mélange qu'on a pu comparer à un créole qui a réussi, est devenu un ensemble présent sur les 5 continents, la francophonie. J'en rappellerai rapidement les étapes. Venu du bas latin, puis du gallo-romain, le français a pour acte de naissance les serments de Strasbourg qui, en 842, vous le voyez bien, règle la succession de l'empereur Charlemagne. C'est un document où l'on voit coexister pour la première fois la langue tudesque, germanique si l'on veut, et la langue romane. Parallèlement au latin, employé par les institutions, toute une production littéraire se développera à l'ombre des cathédrales dans cette langue et dans ces dialectes.
C'est à l'époque de la Renaissance, au XVIe siècle, que le français se verra conforté par ses élites, les poètes de la Pléiade, des penseurs comme Montaigne, mais aussi par les choix politiques de l'État. Ainsi, en 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts impose le français dans le domaine des actes officiels. Pendant ce qu'on a appelé la monarchie absolue au XVIIe siècle, une nouvelle étape de l'action sur la langue est franchie avec la création de l'Académie française qui fixe les règles du bien parler. Deux facteurs jouent alors en faveur de l'indiscutabilité du français comme langue dominante. La puissance démographique, commerciale et culturelle de la France, et d'autre part, une expansion territoriale que verra se prolonger la période suivante. Si l'on pouvait croire que les idéaux des Lumières allaient s'incarner dans la Révolution de 1789, l'action des dirigeants politiques aboutira malheureusement, on le sait, au nom de l'unité nationale, à l'affaiblissement des autres langues qui survivaient en France. Ces patois qu'il faut écraser, selon le mot de l'époque. Quant à l'expansion coloniale des XVIIIe et XIXe siècles, elle multipliera sur la planète les foyers de présence de la langue française. Il appartiendra à l'école républicaine, essentiellement à la fin du XIXe siècle, et ensuite, de conforter cet étayage en donnant aux citoyens la maîtrise de l'écrit et une image indissociable de la langue française et des principes républicains. Je conclurai en faisant état, premièrement, des institutions de la francophonie, à la tête desquelles, vous le savez sans doute, est aujourd'hui placé un Sénégalais, Abdou Diouf. Et deuxièmement, je ferai état d'une littérature du tout-monde, selon le mot d'Édouard Glissant, une littérature des cultures francophones qui dépasse les frontières du territoire d'origine et de l'Europe, au Canada, en Afrique, au Maghreb, dans l'océan Indien, au Proche-Orient. Voilà donc pour cette première partie sur quelle base historique s'établit en France un débat sensible, celui de la place de l'anglais dans nos institutions de recherche et d'enseignement supérieur. Voyons dans un deuxième temps un aspect du problème assez éclairant, je crois, le niveau de compétence des jeunes Français dans la langue de Bill Gates à leur entrée à l'université. Le vrai test de compétence en anglais, c'est le baccalauréat. Je dois d'abord rappeler que le baccalauréat français donne automatiquement entrée à l'université à ceux qui le désirent et que cette université est quasiment gratuite pour tous. L'examen terminal des études secondaires, passé à 18 ans, inclut des épreuves de langue. Plus généralement, vous voyez où en est la France, la population française, pour ce qui est de la compétence en anglais. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous voyez que le français se situe parmi les plus faibles dans l'Union européenne, qu'il est en recul même de 2,5 points entre 2007 et 2012 dans 2 enquêtes récentes. À titre de comparaison, vous voyez que le Japon se situe dans les compétences moyennes, pays de compétences moyennes, à la 26e place. Le français est 35e. Une volonté de politique éducative assez constante, à vrai dire, en France, dans le fil des engagements européens, a, au regard de cette situation, conduit la France à modifier peu à peu son enseignement. Les tableaux suivants donnent une idée de cette ambitieuse marche en avant. D'abord, pratique de l'oral, intégrée aux épreuves obligatoires de langue du baccalauréat. L'oral, maintenant. Puis des changements importants. Un nouveau programme avec l'accent sur la communication et en visant des niveaux de compétences appuyés sur le CE-CRL, le cadre européen. CEFR. La mise en place également de groupes par niveau de compétences des élèves et surtout l'usage des ressources numériques. Cependant, le faible volume horaire dévolu aux langues, 4 heures environ globalisées pour les 2 langues vivantes étudiées au lycée, et la formation limitée des enseignants nouveaux ou en poste sur la nouvelle pédagogie sont à prendre en compte.
Les épreuves finales ont elles aussi été rénovées, avec un écrit terminal au baccalauréat et un contrôle continu pour l'oral. Un enseignement de littérature étrangère en langue étrangère est donné dans une section littéraire. Le niveau évoqué par référence au CECR devrait être B1, B2, voire C1 pour un littéraire. En tout cas, les résultats de toutes les enquêtes récentes, ESLC, First Education, montrent une situation préoccupante. Partout, les compétences des élèves français reculent et selon une analyse, elles se situeraient plutôt au niveau A1, faux débutant, qu'au niveau B1, B2. Une association nationale de professeurs de langue vivante, l'APLV, confirme la médiocrité des résultats obtenus au lycée. Faisons un peu le point. J'ai situé la question sur deux plans. La problématique historique, d'une part, et les performances du système éducatif, révélateur des compétences des futurs étudiants, d'autre part. Mais voici qu'un événement est survenu, donc, au printemps 2013. La ministre de l'Enseignement supérieur français, Madame Fioraso, dévoilait tout à coup ses plans en faveur de l'introduction de l'anglais dans le supérieur, vu comme un élément de renforcement, de développement et de modernisation du système universitaire de la recherche. À l'issue de longues discussions, nous allons en rester à des faits, pas des jugements. À l'issue de longues discussions. フランスの国会議員 Les universités, malgré un tir de barrage des opposants, ceux-ci redoutant une perte d'influence du français dans l'enseignement. La ministre a déclaré « Je me réjouis que l'on y soit arrivé après toutes ces discussions ». Et elle a même regretté que la polémique qui avait été suscitée, au-delà même des cercles universitaires, ait risqué de nuire à l'image de la France. Elle a dit « Pour être aimé, il faut être aimable ». Madame Benguigui, ministre de la francophonie, a ajouté alors « Ce texte de loi n'est pas un danger pour la francophonie dès lors qu'il instaure des principes indispensables. 3 principes. Les étudiants étrangers auront l'obligation d'apprendre le français. Ils seront évalués sur leur connaissance de la langue à la fin de leur cursus. Et troisièmement, la francophonie est inscrite comme mission de service public pour les universités. Alors, un débat avait évidemment précédé le vote de la loi, mais ce qui est notable, c'est que la réaction ne s'est pas fait attendre. Des chercheurs, des universitaires, des journalistes, des écrivains français, mais tout autant étrangers du monde entier, se sont alors exprimés. Mais revenons un peu sur la situation antérieure. Quelle était cette situation? Un document publié en 2007 par la Délégation générale à la langue française disait dans son avant-propos « Notre engagement en faveur de la diversité linguistique est indissociable de notre volonté de garantir l'usage du français sur notre territoire. » Et plus loin, les domaines d'application étaient précisés. La consommation, par exemple en France, les publicités ne peuvent pas être en langue étrangère. Il doit y avoir une traduction. Le travail, troisièmement l'enseignement, quatrièmement les sciences. Tout participant à un colloque scientifique se déroulant en France a le droit de s'exprimer en français et de disposer d'un programme en français. Restons-en toujours à des faits. Quoi de nouveau donc dans la loi de 2013? Voici le détail de ce que je viens de vous dire. Il va y avoir des limites posées à cette loi. Principe affirmé, la langue, excusez-moi, je vais vous remontrer ça, la langue de l'enseignement des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires, est le français. Mais des exceptions peuvent être justifiées.
par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers, ou encore par des nécessités pédagogiques dans le cadre d'un accord international ou d'un programme européen, et enfin lorsqu'il y a développement de cursus et de diplômes multilingues, par exemple franco-allemand. Dans ces hypothèses, dit la loi, les formations d'enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère. Et le ministre doit être informé des exceptions accordées. Enfin, les étudiants étrangers suivent un enseignement de langue française. Et ce niveau de maîtrise est évalué lors de l'obtention du diplôme. Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d'acquérir la maîtrise de la langue d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés, ce qui veut dire l'anglais si ces cours sont dispensés en anglais. Vous voyez quelle est la situation. J'ai essayé d'être objectif. Continuons à l'être, autant que faire se peut. D'abord, les avantages supposés. J'en vois 3. Il y a une ouverture plus grande de nos établissements à des étudiants étrangers maîtrisant mal le français. Ils suivront des cours en anglais. Deuxièmement, une attractivité de la France sur le marché international de l'éducation. Je frémis en le disant, il paraît que l'Australie accueille plus d'étudiants étrangers que la France. Nous avons été dépassés par l'Australie. Mais il y a surtout, à mon sens, la reconnaissance d'une réalité déjà présente, c'est que les principes de la loi de 1994 dont j'ai parlé étaient continuellement violés par nombre d'établissements et finalement qu'il valait mieux légaliser l'illégal. Quels sont maintenant les risques et les défauts qu'on peut voir à cette loi? Le premier risque, probablement, c'est la marchandisation. Le terme figurait dans la loi ou dans les déclarations adjointes. On voit bien que l'anglophonisation de l'éducation s'inscrit dans une logique de privatisation du supérieur, dans le fil des thèses bien connues de Milton Friedman ou de Gary Becker sur l'éducation. Un de mes collègues, Jean-François Gradiani, formule bien les hypothèses possibles. Il dit « Soit l'on envisage les universités comme des prestataires de services éducatifs, et là elles sont libres, mais à ce moment-là, pas de financement public, soit l'on considère l'enseignement supérieur comme une exception, au même titre que la culture, et l'on se fixe des objectifs de coopération universitaire internationale avec négociation. C'est la voie suivie par l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Un autre commentateur, Claude Truchot, résume en disant que l'argument selon lequel la loi lève un obstacle à l'internationalisation, source d'enrichissement en nombre d'étudiants et en qualité, ne tient guère. On risque d'attirer non pas les étudiants brillants, qui font d'ailleurs leur choix sur d'autres critères que la langue, mais simplement ceux de faible niveau. Troisième point, le danger des universités délocalisées, que vous connaissez bien, offshore campus, qui transportent des modèles technologiques et culturels, des thématiques, un curriculum, une évaluation, sans aucune adaptation au contexte, est réel, même si la langue reste celle de l'institution d'origine. J'ai personnellement connu cela à Djibouti, dans l'est de l'Afrique, et c'est le cas de la Sorbonne, transférée à Abu Dhabi. Des enclaves linguistiques et culturelles, je passe rapidement, comme celles que nos voisins coréens ont commencé à installer dans l'île de Jeju-do, mais comme cela se fait aussi partout en Asie du Sud-Est, en Malaisie et ailleurs, vont voir le jour. Un jour peut-être, l'université française donnera partiellement, mais plus souvent totalement, des cours en anglais, là où elle verra qu'elle peut gagner plus facilement des parts de marché. Alors dans ces supermarchés du savoir, quelle éducation donnera-t-on? Il me semble que la mise en danger de la construction
de l'identité individuelle des étudiants. Une identité fragilisée par la mobilité, désormais complexe, comme Michael Kelly l'a montré dans un article paru au Japon en 2011. Et même l'identité collective n'est pas négligeable. Ce délicat problème du passage n'est pas celui de l'ancien à la modernité. D'abord, qu'est-ce qui est la modernité? Ce problème est celui de l'acculturation, du glissement progressif du moi au différent, qui n'est pas sans effet. Insécurité en langue étrangère, forme de néocolonialisme, perte de valeur. Votre pays a contribué, je crois, et je sais, à une réflexion profonde sur ces questions, avec Fukuzawa, avec Soseki, et tout au long du XXe siècle. Ce serait en somme une conviction idéologique que la modernité ne peut que passer par l'anglais, comme de penser jadis qu'elle ne pouvait passer que par l'Occident. Autre argument négatif, la loi de 2013 va contre la diversité culturelle, qui est aussi nécessaire que la biodiversité. Comme langue de relation, l'anglais du supérieur ne répond pas toujours à ce qu'on attend de lui. D'abord, il peut être de mauvaise qualité. Comment nous exprimons-nous en anglais? Deuxièmement, il n'est pas exempt de traits culturels. Culture free ne veut rien dire du tout. Et troisièmement, il n'est pas apte à traduire n'importe quel concept circulant dans l'espace globalisé. En fait, la loi fait courir un risque d'interculturalité mal comprise. J'avais par hasard relevé chez Lévi-Strauss la même opinion clairvoyante que mon voisin et collègue qui va parler avait relevé. Lévi-Strauss dit à peu près « on n'a plus rien à échanger si l'on est absolument identique à l'autre ». On n'a plus rien à échanger si l'on est absolument identique à l'autre. Ensuite, si l'on considère l'expérience européenne, disons-en un mot, disons juste un petit mot des échecs évoqués par Claude Truchot, qui est un spécialiste éminent en politique linguistique, les échecs qu'on a relevés dans les pays du Nord, aux Pays-Bas, en Allemagne. Truchot ajoute un petit mot que je trouve intéressant. Il rappelle que le leader populiste italien Berlusconi avait fait de la formule suivante un slogan « Impresa, Internet, Inglese ». L'entreprise, l'Internet, l'anglais. Le personnage de Berlusconi et son destin politique ne garantissent pas qu'il y ait là un modèle pour nos démocraties. Je passe rapidement. Il y a même un paradoxe. La pulsion vers le tout anglais se manifeste alors que la résistance au globish, comme dit McCrum, apparaît même chez les anglophones. Certains anglophones n'ont pas envie que leur langue soit vulgarisée comme elle l'est. Mais les principaux adversaires de la francophonie, savez-vous où ils sont? Ils sont malheureusement souvent chez les francophones. Ces Français notamment qui croient que le français est encore une langue coloniale et qui sont pris d'une espèce de repentance. Cela était vrai. Le français a été une langue violente, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est aussi maintenant un outil de communication et de partage de valeurs dans un monde global. Je crois qu'il faut préciser pour finir, parce que je termine à peu près, les méfaits de ce qui serait, à mon sens, une pensée unique. Le courant culturel dominant, qui est d'abord si séduisant, parlons tous anglais, ça sera plus simple, instaure de nouvelles frontières. Une chercheuse suisse, Cecilia Serra, fait remarquer que dans son pays, il y a maintenant une préférence pour les langues suisses, locales ou nationales, au niveau de la licence. Mais que pour l'anglais, que c'est pour l'anglais qu'on se décide au niveau du master. On aurait à terme un clivage entre le monde universitaire de haut et de bas niveau selon les enseignements. Il faut se rappeler encore que la pensée unique affecte aussi les modes d'expression. Ainsi voit-on dans un article, dans une thèse, la structure du raisonnement, la mise en forme et les normes de publication se ranger à un conformisme dont la légitimité est discutable.
Je donne un exemple très rapidement. La revue canadienne des langues modernes prescrit de citer selon le code de l'Association des psychologues américains. Je ne comprends pas très bien. Mais par exemple, Ed, editors, devient dire, alors qu'en français nous disons sous la direction de ou bien sous la coordination de, ce qui n'est pas la même chose. In devient dans, excusez-moi. In devient dans, ce qui est un renoncement à une tradition latine patrimoniale, commune à plusieurs pays d'Europe. Abstract retrieved from devient, ce qui est un barbarisme pour un Français, et peut-être pour un Belge, résumé repéré à. Repéré à. Pas ce que ça veut dire. On se demandera, au fond, comment on pourrait aussi bien penser la science en langue étrangère que dans sa propre langue, tant celle-ci encode, formule, traduit, co-construit la pensée. Sans abonder dans une hypothèse de découpage du monde du type Worf-Sapir, on ne saurait occulter son rôle, notamment en sciences humaines, et dans toute interaction entre scientifiques dans un projet commun, ce qui a été amplement démontré, par exemple en Suisse, par Ludi, ou au Japon, par Nishiyama Sensei, qui est ici. L'élaboration d'un document de référence est toujours sous-tendue par une tradition de recherche et de mise en discours et largement liée à la langue elle-même comme produit culturel. Enfin, je termine par là, c'est la vie de la langue qui est en jeu. Comme le dit très bien, j'ai trouvé ça sur un blog, je crois, le philosophe Michel Serres, qui enseigne aux États-Unis, une langue vivante, c'est une langue qui peut tout dire. J'ai vu mourir des langues en France, le breton, l'alsacien, parce qu'elles ne pouvaient pas tout dire. Elles ne disent pas ADN, par exemple. Et si vous ne dites plus ADN en français, si vous dites DNA, le français est virtuellement mort. Je conclus très brièvement pour laisser place aux discutants et au débat avec la salle. J'ai participé récemment, pour l'Université nationale de Séoul, où je travaillais, à un colloque sur la gouvernance universitaire. C'était à Zhejiang, en Chine. Un colloque où nous étions peu nombreux, à vrai dire, venus d'Afrique du Sud, d'Israël ou de Corée, à dire que tout n'était pas quantifiable et monnayable à l'université, et qu'il y avait encore dans nos universités des raisons de défendre les langues et la culture, et je dirais plutôt les cultures scientifiques, éducatives, nationales et tout simplement cultures humaines. Il me semble que maintenant, en France, le rideau est retombé sur la scène. Toutes les dérives, toutes les tentations sont désormais permises. La loi ancienne de 1994 n'était déjà pas appliquée, comme s'en vantaient certaines grandes écoles et universités. Mais avec la loi de 2013, la porte est grande ouverte à une profonde mutation du monde universitaire. Celle-ci ne restera pas sans conséquences sur la société à venir, en France comme dans le monde francophone. Arigatou gozaimasu. Je vous remercie. Et ça va ?